Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'analyse vraiment percutante de Hannah Arendt sur les origines de l'impérialisme. Pour elle, ce n'est pas juste un chapitre de l'histoire, c'est le moment où quelque chose a basculé, préparant le terrain pour les grandes catastrophes du XXe siècle. Allez, on commence fort. Cette phrase de Cecil Rhodes, il faut prendre un instant pour la digérer. J'annexerai les planètes. Ça en dit long. C'est l'illustration parfaite de l'ambition de cette époque. Une ambition totalement démesurée, presque absurde. Une soif d'expansion qui ne se fixe aucune limite, même pas le ciel. Et attention, ce n'était pas que des mots en l'air. Regardez-moi ces chiffres, c'est vertigineux. En à peine 30 ans, les puissances européennes se sont littéralement partagées des continents. L'ambition de Rhodes, ce n'était pas le délire d'un homme isolé, non, c'était la réalité politique du moment. La fameuse course à l'Afrique était bel et bien lancée. C'est précisément là qu'intervient l'analyse de Hannah Arendt, parce qu'elle a vu quelque chose d'étrange, une contradiction, un conflit fondamental au cœur même de ce mouvement d'expansion. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a l'idée même de l'État-nation, des frontières définies, un corps de loi, une idée de justice, et de l'autre, l'impérialisme, qui est son opposé total, une quête infinie de pouvoir, une logique d'expansion sans fin qui remplace la loi par la force brute. Pour Arendt, c'est simple, les deux sont fondamentalement incompatibles. Alors, la grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi des nations construites sur l'idée de limite se sont-elles soudainement jetées dans une quête de l'illimité ? Eh bien, Arendt, elle identifie deux crises majeures, une économique et une sociale, qui ont rendu l'impérialisme non seulement possible, mais presque inévitable. Le premier moteur, c'est une crise économique. Il faut imaginer une situation où il y a trop d'argent. Tellement de capital accumulé qui ne sait plus où s'investir de façon rentable dans le pays. Ce capital surplus devient un problème. Il faut donc absolument l'exporter, trouver de nouveaux marchés, de nouvelles terres, coûte que coûte. Et en parallèle, il y a le drame humain. Le même système qui produit ce capital superflu produit aussi des hommes superflus. C'est ce que Arendt appelle le rebut de toutes les classes. Des chômeurs, des déclassés, des aventuriers, bref, des gens qui ne trouvent plus leur place. Et ces hommes, en quête de sens et d'évasion, vont devenir la chair à canon de l'aventure impériale. On voit donc comment cette double crise a complètement changé la donne. Pour sauver son argent, la bourgeoisie, les détenteurs de ce fameux capital, a dû transformer la politique. L'idée était de convaincre les gouvernements que l'expansion n'était plus une option, mais le but suprême de la nation. Voilà, la formule est là, simple et terrible. L'expansion pour l'expansion. C'est ça, le cœur de l'idéologie impérialiste selon Arendt. On n'est plus dans une conquête pour atteindre un but précis. Non, là c'est un processus sans fin. Le seul but, c'est d'accumuler toujours plus de pouvoir, pour pouvoir accumuler encore plus de pouvoir. C'est un mouvement perpétuel. Mais une idée aussi radicale, ça ne sort pas de nulle part. Pour qu'une telle politique soit acceptable, il fallait bien une justification, un socle intellectuel. Et Arendt va justement chercher les racines philosophiques qui ont rendu cette idée pensable. Alors, d'où vient cette vision du monde où les impérialistes ont-ils puisé cette justification ? Pour Arendt, la réponse se trouve bien avant, des siècles plus tôt, dans la pensée d'un philosophe anglais, Thomas Hobbes. Première idée fondamentale de Hobbes, la raison n'est plus qu'un outil de calcul. On pèse le pour, le contre, les bénéfices, les pertes. Toute notion de bien ou de mal, toute morale est balayée. La pensée devient purement instrumentale, au service de l'intérêt personnel. Deuxième idée encore plus glaçante. La valeur d'un être humain est redéfinie. Elle n'est plus liée à sa dignité ou à ses qualités, non. La valeur d'un homme, c'est son prix sur le marché. C'est ce qu'on peut tirer de sa puissance, de sa capacité d'action. Arendt y voit le portrait craché de l'homme bourgeois. Et là, on touche au cœur du réacteur. Pour Hobbes, cette soif de pouvoir sans fin, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une pathologie, c'est la nature humaine même. Et là, on a la justification philosophique parfaite pour une politique d'expansion infinie. Si c'est dans notre nature, alors pourquoi y mettre des limites ? Bon, maintenant qu'on a tous les ingrédients, le capital qui déborde, les hommes qui n'ont plus rien à perdre et la philosophie pour justifier le tout, voyons ce que ça donne dans le monde réel et quelles en sont les conséquences. Arendt décrit ici ce qu'elle appelle une alliance contre nature. C'est l'union improbable entre le sommet de la société, les capitalistes, et le bas de l'échelle, la populace. Les deux sont, à leur manière, superflus au sein de la nation. Et ils vont trouver dans l'expansion impériale un projet commun, une raison d'être. Et là, on arrive au point crucial. L'héritage de tout ça, selon Arendt, est absolument dévastateur. L'impérialisme n'a pas seulement eu des conséquences au loin dans les colonies. Il a empoisonné les nations européennes de l'intérieur. Il a érodé l'idée de droit, transformé le nationalisme en racisme et surtout, il a créé un précédent, celui du pouvoir totalitaire. Je crois que le mieux, c'est de laisser ses propres mots conclure sur la conséquence la plus terrible.
Quand la politique devient une question de biologie, de race, ce n'est pas une nouvelle façon de voir l'humanité, c'est sa fin. C'est la fin de l'idée même qu'il existe une humanité commune. C'est d'une sollicité effrayante. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une question pour aujourd'hui. L'analyse d'Arendt nous éclaire sur le passé, mais elle nous met surtout au défi de voir comment cette logique de pouvoir sans fin, de division, de mépris du droit, continue peut-être de façonner les conflits et les tensions de notre propre époque. Une réflexion à méditer.